5000 invités pour assister à un autocouronnement dans une indécente débauche de faste. Garde-robe, broderie, argenterie, fournis par les maisons françaises de luxe et d'artisanat. Une cérémonie ubuesque, calquée sur le sacre de Napoléon. Dans la chaleur tropicale, Bokassa, assis sur un trône doré de 3 mètres de haut, vêtu d'un lourd manteau de velours bordé d'hermine, portant une couronne sertie de milliers de diamants, accompagné d'un sceptre de près de 5 kilos d'or. Un quart du budget de l'État pour la folle démesure d'un mégalomane. Bokassa est connu comme un dictateur. Dictateur dans le sens où il était un président qui voulait, qui a placé toutes les fonctions sous sa tutelle. C'est-à-dire, il était à la fois président de la République, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Éducation, ministre... C'est amusant, n'est-ce pas? Ministre des Affaires sociales, c'est-à-dire tous les ministères, c'est lui qui gérait. Donc, il faisait en sorte que personne dans son gouvernement ait une position quelconque, parce que c'était une façon pour lui de sentir sa suprématie au fait. Mais là n'était pas le problème. Bokassa n'était pas juste un amoureux du pouvoir, mais il utilisait ce pouvoir-là pour massacrer son peuple. Massacrer le peuple, des emprisonnements sans raison, des tueries en plein public, couper les oreilles aux gens, et lorsqu'il coupe ces oreilles-là, il le fait comme une cérémonie, c'est-à-dire il invite le public à venir assister dans des scènes de massacre au cours desquels on coupe les oreilles aux victimes ou à ces personnes-là qui souffrent de douleur. Ce qui nous intéresse, le personnage de Bokassa, c'est la façon dont il gérait son pouvoir. Cette façon de malmener son peuple, cette façon de traiter son peuple. Quand je dis traiter, c'est dans le sens physique. Parce que la pauvreté est encore abstraite. Mais je parle de la façon physique de traiter son peuple. Tuer les personnes à bout portant, massacrer les gens en public en leur coupant les oreilles. En fait, j'aimerais que vous regardez ce reportage jusqu'à la fin pour comprendre réellement le personnage Jean-Budel Bokassa. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici. Bokassa servira durant toute la Seconde Guerre mondiale au sein des forces françaises libres. Simple soldat en 1940, il terminera le conflit avec le grade d'adjudant. En 1947, il part se battre en Indochine. À son retour d'Asie, il est envoyé à Fréjus pour suivre une formation d'officier. À la fin des années 50, la politique française était de structurer les armées des colonies en vue de leur indépendance. De nombreux sous-officiers ont ainsi accédé au grade supérieur. C'est le cas pour Bokassa, qui deviendra capitaine en 1961. Il est donc resté 23 ans dans l'armée française, au service de la France, ce qui explique l'adoration qu'il avait pour l'armée française. C'était sa seconde famille. Il avait 2 patries, la Centrafrique et la France, et 2 familles, la sienne et l'armée française. Et il a souvent dit d'ailleurs, la France lui a pris ce qu'il avait de plus cher et lui a donné ce qu'il estimait aussi être, on va dire, un peu son équivalent, même si un père et une mère ne se remplacent pas. Mais bon, vous savez, il était soldat, c'était peut-être pas toujours rose, mais il a beaucoup appris, je pense, au sein de l'armée française, auprès des Français. Début des années 60, les pays d'Afrique centrale accèdent tour à tour à l'indépendance. Cette période est marquée par une grande effervescence politique et seule la Centrafrique semble exempt des nombreux troubles et affrontements armés qui touchent la région. En 1962, Jean-Budel Bokassa est transféré de l'armée française à l'armée centrafricaine. Le jeune pays est indépendant depuis 2 ans et dirigé par un cousin de Bokassa, le président David Dacko. Bokassa
est à cette époque le seul officier centrafricain. De ce fait, il accède au grade le plus élevé, chef d'état-major, en moins d'1 an. Sa première mission, l'organisation de l'armée nationale. Militaire pur et dur, Bokassa n'a pas été acteur de l'indépendance de son pays et porte un regard critique sur le régime politique en place et juge son pays livré au désordre et à la corruption. Fin 1965, Bokassa, aidé par certains officiers, s'empare du pouvoir et Vincent son cousin David Dacko. C'est le coup d'État de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Le 1er janvier 1966, Bokassa est le nouveau président du Centrafrique. Son but, remettre de l'ordre dans le pays. Dès sa prise du pouvoir, il met en place un régime dictatorial. Ses premiers décrets viseront à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains et très rapidement, il cumulera sur sa personne la plupart des ministères clés. Au niveau politique intérieur, dans un premier temps, certaines mesures rendent Bokassa populaire dans son pays, telles que son plan de réforme agraire et ses projets d'urbanisation de la capitale, Bangui. Bokassa est fasciné par l'image du chef de la France libre. Pourtant, dans un premier temps, le général de Gaulle ne semble pas cautionner la prise du pouvoir de Bokassa, ni sa conception de la gouvernance dans un pays faisant partie du précaré de la France en Afrique. Il faudra attendre 3 ans à Bokassa pour accéder à la consécration ultime. En 1969, le général de Gaulle le reçoit enfin en visite officielle. Garde républicaine au garde à vous et réception à la Comédie Française, Bokassa jubile. L'ancien adjudant de la France libre devient respectable et son régime est désormais officiellement soutenu par l'ancienne puissance coloniale. Le pouvoir de Bokassa était basé sur la terreur. Les murs blancs de la prison de Ngaraba rappelaient à chacun le sort promis aux opposants, la torture, la mort, l'enfermement sans jugement. À la libération, il ne restait plus beaucoup de prisonniers vivants. Mon frère a fait un accident de voiture à Berengo. La voiture n'est pas cassée. La voiture n'est pas cassée. On a tué mon frère ici à la maison d'arrêt. Mon frère n'a pas tué. Mon frère n'a pas volé. Il a fait un accident. Nous avons rencontré des prisonniers de Bokassa enfermés pour leur opposition au régime. L'un d'eux a passé 11 ans dans une cellule, totalement isolée. Du 1er janvier au 31 décembre, on était toujours menacés par Bokassa parce qu'on savait qu'il allait descendre d'une minute à l'autre pour nous tuer. Il y avait beaucoup d'exécutions ou d'assassinats dans cette prison? Il y en a beaucoup. Ceux qui étaient assassinés par les chaînes qu'on mettait au cou, ceux à qui on frappait la nuque, on les tuait ainsi à coups de marteau. Et puis d'autres, bien entendu, on les mettait en cellule, on leur coupait la nourriture, l'eau, et ils mouraient de faim. Et puis ensuite, ceux qui mouraient de maladie, puisque quand on est malade, on ne nous soigne pas. Qui procédait à ces crimes? Bon, il y a le directeur de la maison centrale Bongo qui est là, et le cerveau, c'est Sacher Otto, un citoyen tchécoslovaque qui est là depuis longtemps, qui a pris la nationalité centrafricaine, il est Mbaka, et c'est lui qui est le moteur de toutes ces exécutions, le conseil technique même de ça. Et on l'a même surnommé le H-man de Bokassa. Cet ancien légionnaire est désigné par tous les rescapés des prisons de Bokassa comme un véritable criminel. Cependant, il est aujourd'hui en liberté. On le dit très lié à certains dirigeants actuels. Y avait-il beaucoup de prisonniers politiques? Oui, mais à chaque fois que les prisonniers politiques arrivaient, chaque année, bon, deux fois chaque mois, on en tuait, finalement on est resté, à la suite du coup d'état du président Dacko, on est resté 12. L'empereur conviait les habitants par milliers à venir regarder les mutilés agonisants lors de mises en scène macabres. Bokassa, dictateur sanguinaire, honni par son peuple, ce n'est pas si simple que cela. Les révoltes contre Bokassa sont parties de ces quartiers, dont la moitié des habitants a moins de 20 ans. C'est là que vivent des milliers de chômeurs, de déshérités, de mécontents, dont les réactions sont imprévisibles. Vers 8 h du matin, policiers et soldats prennent position dans le quartier des lycées et des universités, où une foule de jeunes dresse des barrages. Les parachutistes français observent à distance. Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond? Les grévistes, les hommes de Patassé menacent la population, interdit aux travailleurs de venir au travail.
Ils sont nombreux? Ils sont nombreux, plus d'un millier. C'est dangereux d'aller là-bas? C'est dangereux, oui. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent des pierres, des billes sur la force publique. Et ici, vous êtes là pour arrêter les étudiants s'ils vont en ville? Oui, oui, on est là pour arrêter les étudiants, en cas où ils venaient pour aller en ville. Mais vous n'êtes pas très nombreux là, hein? Non. On sert de bouchon, c'est tout simplement. Il y a parmi les manifestants des grévistes politisés dont certains sont favorables à un des leaders de l'opposition, Patassé. Mais il y a aussi beaucoup de marginaux sociaux qui trouvent ici l'occasion d'exprimer leur révolte. Les manifestants ne laissent pas les journalistes s'approcher des barrages qu'ils ont constitués devant les lycées et les universités. Nous ne pouvons donc pas connaître la nature de leurs revendications. Vous avez pu les approcher. Que veulent-ils au juste? C'est très simple. Ils veulent d'abord, dans un premier temps, la reprise des travaux de la table ronde. Vous savez que cette table ronde avait connu un échec. Et ils veulent absolument que cette table ronde reprenne. Vous parlez de la table ronde réunissant tous les leaders de l'opposition. Tous les leaders de l'opposition, exactement. Ils voudraient la reprise de cette table ronde. Et dans un second temps, ils veulent l'extradition de Bokassa. Et tous sont en train de chanter la Renaissance et après de scander des slogans en faveur de la paix, de l'unité nationale. Ils ne veulent pas la guerre, ils veulent la paix, ils veulent l'unité nationale. Est-ce que ces manifestations ont un caractère anti-français ou anti-blanc? Je ne peux pas le dire dans la mesure où, dans leurs revendications, je n'entends pas un seul mot français. Mais dans leur comportement? Dans leur comportement, ils sont hostiles à tout ce qui est journaliste d'abord et à tout ce qui est militaire. Vers 11 h du matin, les troupes centrafricaines reçoivent l'ordre de tirer. On comptera une trentaine de blessés. Dans les quartiers, on parle de plusieurs morts, mais la révolte est matée. C'est en partant en ville, tout juste au niveau du building, pour demander l'intervention du gouvernement, que les forces armées ont intervenu violemment. Les enfants, quand ils couraient de gauche à droite, ils recevaient les balles dans les jambes, dans les têtes à tout moment. Et les blessés nous arrivaient à tout moment, sans arrêt. Même mon voisin de classe, on était sur la paix au peuple en première D4, on l'a tué. La répression qui suit, plusieurs centaines de morts parmi la jeunesse, décide Giscard d'Estaing à en finir avec son cousin de Centrafrique. Au sommet franco-africain du Rwanda, en mai 1979, Valéry Giscard d'Estaing évite soigneusement Bokassa et exige une commission d'enquête sur les massacres. Outre ces cruelles démonstrations d'autorité, le Centrafrique est en proie à une stricte censure. Nombreux sont les coopérants français en place à l'époque dans le pays à s'en souvenir. Nous avons découvert un pays où les gens effectivement n'avaient pas de liberté d'expression, aucune liberté d'expression. Nos élèves, il était hors de question de parler de gouvernement, hors de question de parler bien sûr de Bokassa. Et là, à ce point de vue-là, je dirais c'était une sorte de peur quand même. Bokassa était bien placé pour le savoir. C'est de l'armée que la menace pouvait venir. Nombreux furent les officiers suspectés de préparer un coup d'État, à subir une implacable répression. Parfois, on arrivait à détecter les comploteurs et ils les arrêtaient, il y avait une poursuite pour éclairer les choses, parce que les gens même se dénonçaient. C'était des officiers centrafricains qui se trahissaient pour gagner je ne sais quoi. Chacun cherchait à se faire voir par l'empereur. Et après sa chute, effectivement, il y a eu des procès, on a constaté que beaucoup d'officiers manquaient à l'appel. Donc, ils ont été éliminés les uns après les autres dans la prison de Ngaraba. Ce retraité est le père d'une des toutes premières victimes de la révolte contre le régime en 1979. C'est là. Il nous emmène à l'endroit précis où son fils a été tué par les soldats de Bokassa. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est là, non, il allait pour aller rejoindre les autres dans la rue, c'est comme ça qu'il a été abattu ici. Avec lui, on redécouvre l'une des pages les plus sanglantes de la dictature, le massacre des collégiens. Ce jour-là, les jeunes manifestent contre le port obligatoire de l'uniforme, dernière lubie de l'empereur.
Une dépense impossible à assumer pour les familles dans ce pays pauvre. L'armée ouvre le feu. Il y aura au moins 100 morts. Parmi eux, le fils d'Henri Dondra. Ils ont tué votre fils Oui, par balle, oui. Au cœur. Il avait quel âge, votre fils? Il avait 10 ans. On peut voir son cahier? Son cahier, c'est ça. Ultime souvenir de lui, ce cahier d'écolier. Bon, ici, quelle date ça? En 79, 6 janvier. Et voilà la rédaction. Et on dit que c'est trop bref. C'est lui. C'était sa dernière rédaction. Sa dernière rédaction, ça, c'est son dernier devoir. 12 jours plus tard, il était abattu. Pour avoir dénoncé le meurtre de son enfant, Henri Dondra est jeté dans la prison de Ngarenba. Il est alors témoin du sort réservé aux opposants politiques. Ça se prend de la prison, oui, c'est ça. Et alors la fameuse cellule Safari est où? Safari, attendez. La cellule Safari, l'antichambre de la mort. Et donc, qu'est-ce qui se passait là? Là, les gens vous prenez là, quand vous sortez, on vous prend ici, on met vous ne savez pas, vous sortez, et puis on vous met la chaîne au cou, pour vous étrangler. Les prisonniers sont souvent enchaînés, et bien quand il faut les tuer, bon, on les amène, on les fait bander les yeux et puis on les tue, soit on les torture par la pendaison, soit par un coup de marteau, soit par une pointe. Pour lui, le responsable de tous ces crimes, c'est Bokassa, qui aurait lui-même imaginé des sévices pour les prisonniers. Bokassa même faisait des ablations d'oreilles, il coupait les oreilles des gens. Des voleurs. Des voleurs. Bon, alors... Et aussi avec le piment? Oui, des piments aussi sur les parties sexuelles des femmes. Tout ça, Bokassa a été un pire tyran. Aussi, quand il annonce son intention de se faire couronner à la mode napoléonienne, Paris est à peine surpris. C'est encore une de ses lubies, pense-t-on. Et du moment qu'il reste du côté de la France, pourquoi le contrarier? Qu'il devienne empereur si cela lui chante, lui qui, il n'y a pas encore si longtemps, rêvait d'ouvrir un café à Fréjus. Sauf que Paris ne se rend pas compte que le monde entier va parler de l'événement et que la Centrafrique va se retrouver sous les feux des médias dubitatifs. Décembre 1977, journée universellement historique. Journée qui verra se dérouler un événement sans précédent dans les annales de l'Afrique centrale, à savoir le couronnement de Sa Majesté Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Le dictateur entend faire de cet événement une date qui entrera dans l'histoire. Dans 1000 ans, on s'en souviendra encore, affirme-t-il. C'est que le couronnement du troisième empereur du monde, après Hirohito et le Shah d'Iran, ne sera rien moins que la réplique du sacre de Napoléon Ier, à Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804. Comment faut-il vous appeler? Sire, comme le disait le général de Gaulle, ou bien Votre Majesté, ou Majesté impériale? Je préfère le mot soldat. Le 4 décembre 1977, à 173 ans de distance, tout devra être prêt pour le sacre de ce Napoléon sous les tropiques. Et pourquoi vous avez tenu à avoir le style Napoléon? Parce que nous avons été formés par la France d'abord et parce que nous avons étudié l'histoire de France, l'histoire du monde. Enfin, notre culture est une culture européenne d'abord et française en particulier. Et il fallait bien s'inspirer de quelque chose. Et en quoi c'est transposable aujourd'hui en Afrique? Ce n'est pas transposable du tout, c'est une question de goût et c'est une question d'option. Si vous vous trouvez devant l'histoire, bon, à supposer que vous êtes en train de subir une épreuve d'examen, on vous dit qu'est-ce que vous voulez, ben, vous êtes bien capable de dire ce que vous voulez. Moi, on m'a posé la question et moi j'ai choisi comme Napoléon. Pas de véritable ferveur parce que la présence de la population est obligatoire. Et parce que les Centrafricains sont las d'un régime qui les spolie. C'est peu dire que depuis des mois, ils ont été rançonnés pour contribuer à payer le caprice de leur majesté. Pluie d'amendes, prélèvement volontaire de 10% sur le traitement des fonctionnaires, contribution tout aussi volontaire des entreprises privées, dons généreux et obligatoires des expatriés, et malgré tout cela, le budget du sacre est en déficit et la Centrafrique doit encore s'endetter auprès de la France notamment. Très respectueusement, Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel demandent des explications. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même une sorte de contradiction entre le luxe, les faces du couronnement et l'état de la population, son niveau de vie? Mais on ne peut pas créer une grande histoire sans sacrifice. Et ce sacrifice est accepté par la population elle-même. C'est pour cette raison que la population elle-même contribue en donnant des dons
en argent. Vous lui demandez? Jamais. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Et non seulement la population qui offre des dons en argent. Elle les apporte comment? Elle les apporte par délégation ou individuellement. Elles viennent porter et nous publions officiellement à la presse. Ces danses et ces chants joyeux ne reflètent pas l'esprit du peuple. Ils sont commandés par le parti unique, le Mouvement pour l'évolution sociale en Afrique noire, le MESAN, à la tête duquel se trouve bien sûr Bokassa. Dans les rushs des films tournés par les opérateurs de l'armée française, on voit plutôt un peuple silencieux, sans enthousiasme et abasourdi par ce luxe napoléonien qui lui est étranger. Un peuple vaguement inquiet qui remue les petits drapeaux centrafricains sans conviction et qui se fait frapper par les militaires dès qu'ils rompent l'alignement. Malgré ses déclarations sur l'amour que lui porte son peuple, Bokassa n'est pas très tranquille. En plus de la garde impériale qui défile ici pour la galerie en veste verte à épaulettes jaunes et aigle impérial sur le couvre-chef, l'empereur peut compter sur ses soldats en tenue léopard, pistolets aux côtés, fusils mitrailleurs à la main et plus loin, que l'on découvre subrepticement, des centaines d'hommes et des automitrailleuses prêts à surgir en cas de besoin. Et parce que 3 précautions valent mieux qu'une, Bokassa a également demandé à la France d'assurer sa protection. On lui a donc envoyé une douzaine de spécialistes de la protection rapprochée. Ces blancs que l'on voit ici à peine plus discrets que les militaires centrafricains. Le voilà bien protégé de ce peuple qu'il aime tant. Il est 11 h quand le cortège parvient enfin devant le palais du couronnement, qui n'arrive pas vraiment à cacher qu'il fut hier palais des sports. Il fait chaud, très chaud, 35 à 40 degrés. Son Altesse, le prince héritier. Jean Bédel Bokassa Junior, il porte sur ses frêles épaules le poids de la succession. Un conseil de régence veillera d'ailleurs sur son éducation jusqu'à sa majorité. Conseil présidé bien sûr par l'empereur. Bokassa, premier empereur de Centrafrique. Le tout bandit est ici, 4 à 5 000 personnes. Mais côté diplomatique, c'est un fiasco. Et ni l'empereur Hirohito, ni le Shah d'Iran n'ont voulu honorer leurs frères africains. Pire, Valéry Giscard d'Estaing, le cousin, s'est bien gardé de venir participer à ce carnaval équatorial. D'autant qu'aucun chef d'État africain n'a voulu s'associer à cette comédie qui, ils le savent, risque de renforcer les préjugés racistes sur ces pauvres Africains qui ne savent qu'imiter les Blancs. Alors comme il y a encore de la place et pour que les chaises ne restent pas vides, on a placé les coiffeuses et manucures de la très parisienne maison Carita et la cheftaine des majorettes niçoises tout juste derrière les ambassadeurs. Le trône mesure 3 mètres de hauteur pour plus de 4 mètres d'envergure. Le faire entrer dans le gymnase a été toute une histoire. On s'est en effet aperçu un peu tard qu'il était plus large que les portes du bâtiment. On remet maintenant à l'empereur les attributs de sa puissance qui tous ont été fabriqués en France. Tout d'abord, l'épée, symbole martial hérité de la chevalerie. La garde est également sertie de diamants d'un poids total de 140. Puis un manteau de 12 mètres de long. Selon la volonté expresse de l'empereur lui-même, a été réalisé en France. Brodé à l'emblème personnel de l'empereur, l'aigle dans le soleil, de velours rouge bordé d'hermine. Et retenu par un bijou d'une rare finesse. Il pèse 38 kilos et il est bien chaud. Enfin, la couronne. La couronne impériale, que, non sans émotion, l'empereur va ceindre lui-même, est directement inspirée de celle de Napoléon Ier. Sous les armoiries impériales, on peut lire la devise de la nation centrafricaine, « Zokwezo », tout être humain est une personne. D'une hauteur inusitée, le sceptre impérial rappelle également la canne traditionnelle du chef africain. Les brillants d'une grosseur exceptionnelle qui l'ornent ont été, comme tous les joyaux du couronnement, fournis par les riches mines de l'Empire centrafricain.
Le tout, même si Bokassa a fourni les pierres brutes, est facturé plus d'1 million d'euros par la maison Artus Bertrand. Une somme réglée in extremis pour que les bijoux de la couronne ne restent pas bloqués à Paris pour cause d'impayés. Devant l'humanité tout entière. Et la cérémonie se poursuit avec le sacre de l'impératrice. Elle aussi a droit à sa cape, mais plus petite, 9 mètres au lieu de 12. Sa couronne aussi est plus petite. 400 grammes d'or tout de même et 1400 brillants, saphir, émeraude. Comme Napoléon a couronné Joséphine, c'est Bokassa qui, en suivant le tableau de David, procède à l'opération. Voilà, le couple est désormais sacré. Même le petit prince semble un temps sortir de sa torpeur. Maintenant, l'empereur n'a qu'un seul souhait, quitter ce gymnase surchauffé où, revêtu de son épais manteau, il sue à grosses gouttes. Le pape Paul VI, qui n'aime pas plus Bokassa que Pie VII n'aimait Napoléon, n'a pas voulu venir, mais il a envoyé un mot d'excuse porté par son légat, Monseigneur Enrici. Nous avons demandé à notre vénérable frère Domenici Enrici, nonce apostolique, de nous représenter. Si l'Église n'aime pas Bokassa Ier, c'est qu'elle a ses raisons. Elle désapprouve ce gaspillage dans un pays si pauvre, et elle ne pardonne pas à l'empereur de s'être fait musulman l'année précédente. Tout ça pour toucher un chèque d'1 million de dollars de la part de Kadhafi, chantre de l'unité africaine et du panarabisme. Mais sitôt le chèque encaissé, celui qui s'était fait temporairement appeler Salah Eddin Ahmed revient à la foi catholique et au nom de Bokassa. À mots couverts, l'Église critique donc l'empereur et l'exhorte à penser à ses sujets plutôt qu'à lui. Mais Bokassa est ailleurs. Il n'écoute rien et il n'est pas le seul apparemment. Après tout, Bangui vaut bien une messe. Combien a coûté cette ruineuse comédie? Sans doute plus de 15 millions d'euros, soit près d'un quart du budget annuel du pays, gaspillé en foie gras, champagne, couronne et autres produits de luxe français. À peu près le montant de l'aide au développement que la France accorde chaque année à la Centrafrique. Les États-Unis du nouveau président démocrate Jimmy Carter en tirent les conséquences en supprimant leur aide au développement dès le lendemain du sacre, et la France, honteuse, réduit progressivement la sienne car Bokassa, décidé, est allé trop loin. Devant les images du couronnement de ce Napoléon noir, le monde hésite entre consternation et éclat de rire. Désormais, Bokassa ne sera plus jamais soutenu. D'autant que ce genre de mégalomane n'est jamais rassasié. Après le couronnement, il lui faudra autre chose pour demeurer sous les feux des médias. Et pourquoi pas l'arme nucléaire? Il est temps de lâcher Sa Majesté. Le 21 septembre dernier, la foule des jeunes de Bangui abattait la statue de l'empereur Bokassa Ier. C'était la fin d'une des dictatures les plus cruelles et les plus fantasques que connut l'Afrique. Dans la nuit du 20 au 21 septembre, environ 800 parachutistes français débarquaient à Bangui. Ils s'emparèrent de la ville en quelques heures, sans tirer un seul coup de feu. Plus personne ne songeait à se battre pour l'empereur en fuite. Les troupes françaises manifestèrent très visiblement leur présence. Il s'agissait de dissuader quiconque aurait été tenté de se dresser contre le président Dacko, mis au pouvoir par le gouvernement français. Les paysans sont très satisfaits de la présence des militaires français parce que lorsque les paysans vivaient avec les colons, ils étaient bien. Pour qu'ils restent jusqu'à ce que le pays devienne tranquille. Autrement dit, ils sont très satisfaits et ils applaudissent bien la présence des parachutistes français parmi nous. Et puis, ils sont prêts à les accueillir. Il y a même des paysans qui proposaient de donner des cabris à ces Français-là s'ils s'étaient arrêtés ici parce que c'est grâce à eux qu'ils sont libérés de la mort et consorts. En ville, les réactions sont un peu différentes. Accueillis en libérateurs à leur arrivée, les paras reconnaissent eux-mêmes qu'on leur lance aujourd'hui des regards moins sympathiques. Le malaise s'exprime surtout dans la jeunesse, qui a eu une part importante dans la crise précédant la chute de Bokassa. On a dit un peu ouf quand les parachutistes français sont arrivés, dans la mesure où
on craignait qu'il y ait vraiment de la casse pour son départ. Et il n'y a pas eu de casse, Dieu merci. Mais maintenant, il est question de, à mon avis, de voir ce que ce changement va nous apporter de bon. Parce qu'est-ce que vous attendez de ce changement? Ce que nous attendons de ce changement, d'abord l'instauration des libertés démocratiques. Ça nous débarrasserait un peu de cette peur, de cette angoisse qui nous a tenus pendant longtemps sous le régime Bokassa. Ce sentiment de peur que vous avez défini, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui d'une certaine façon, ou est-ce que les Centrafricains en sont libérés? Ce sentiment de peur, je pense qu'il continue à exister, dans la mesure où quand on voit des soldats étrangers, une légion étrangère se promener en armes et, dans la ville assez régulièrement, quand même dans des places publiques, dans des boutiques de la place, dans des restaurants, on voit des soldats étrangers en tenue et en armes pénétrer dans la salle. On n'est pas du tout, enfin, on est inquiété, on est perturbé, on n'est pas du tout, on est perturbé intérieurement et on n'arrive pas à se maîtriser. Et d'autant plus que la présence de ces troupes rappelle à bien des égards ce qui se passait à l'époque coloniale. Et même depuis que Dako est au pouvoir, les paysans disent, est-ce que celui-là encore, il va faire comme Bokassa? Est-ce qu'il ne va pas penser à améliorer nos conditions de culture, à augmenter nos prix de produits, à nous demander moins d'impôts, à nous soutirer moins d'argent? Une autre angoisse entre les campagnes. Elle peut paraître irrationnelle, mais elle témoigne bien de la terreur qui a régné. C'est la peur du retour de Bokassa, le grand sorcier malfaisant. Les gens s'inquiètent, peut-être que Bokassa pourrait revenir pour reprendre son pouvoir. C'est surtout l'inquiétude des paysans. Enfin, ils disent que Dako est en train de leur tromper leur vigilance, afin que Bokassa revienne au pouvoir pour recommencer les mêmes bêtises de l'année, enfin, 14 du 14. Pour le moment, ils ne sont pas tranquilles, pouvoir, quoi. Puisque Bokassa continue toujours à vivre. Lorsqu'ils vont entendre que ce Bokassa-là est déjà mort, je pense que c'est par là que ils vont déclencher vraiment leur joie. Lorsque certaines personnes captaient la radio France, soit disant que Bokassa se trouve en Côte d'Ivoire, la joie commence à se diminuer. On croyait qu'il est mort encore, celui-là il est encore quelque part, pour revenir, il s'est encore réfugié, il est encore en train de manger pour encore un moment, préparer encore un coup et revenir pour nous tuer. Alors donc, ce n'est plus la peine. Bon, la joie avait subitement diminué de tension, quoi. La chute de Bokassa a suscité d'immenses espoirs. C'était l'attente d'un changement profond. Serait-ce aujourd'hui l'heure de la déception? En tout cas, les gens constatent que l'équipe actuellement au pouvoir est principalement composée de personnalités ayant participé de très près au régime détesté de Bokassa. Ainsi, le président Dako, renversé en 1965, a été libéré de prison par le futur empereur, qui lui donna même une décoration en 1975 et l'engagea comme conseiller personnel. Ces 3 dernières années, David Dako assistait Bokassa en toutes circonstances, comme en témoignent ses photos où il apparaît régulièrement dans le sillage de l'empereur. Vous avez insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'un rétablissement de la confiance du peuple dans ses dirigeants. Dans quelle mesure est-ce possible? Dans la mesure où, bien sûr, certaines personnalités politiques ont eu des responsabilités importantes, et même récemment, dans le régime Bokassa. Comment surmonterez-vous cet obstacle? Je peux le surmonter. Je crois que c'est une question d'explication et de propagande à faire auprès de la masse. Sous le régime Bokassa, les Centrafricains, à tous les niveaux, même au niveau le plus élevé, ont été traumatisés. Ils agissaient dans la peur ou la menace. Ou on obéissait à Bokassa, ou on se retrouvait dans une cellule.
Donc pratiquement, on peut, si vraiment on réfléchit, considérer que tous les Centrafricains ne sont pas responsables de leurs actes aux côtés de Bokassa. Si aucun membre du gouvernement, aucun officier supérieur n'était responsable, alors à partir de ce moment, c'est tout le monde qui est blanc. Hein? Je crois que là, le problème est que même si Bokassa prenait les plus grandes décisions, ça il va de soi, pour ce qui était très important, c'est bon, l'application et tout cela, personne n'a régimbé, personne n'a essayé de dire non. Nous sommes en train de participer à une scène de théâtre où on change de scène, mais ce sont les mêmes personnages qui sont là pour représenter une scène particulière, c'est tout. Mais c'est la même ligne qui continue, parce que tous ils étaient avec Bokassa. Je crois que la RCA est un terrain de convoitise, tant pour la France que pour les autres puissances comme l'Union soviétique. Et l'Union soviétique regarde ce pays avec beaucoup d'envie, comme la France. Et comme la France y a mis pied depuis la colonisation, voudrait garder ses intérêts-là. C'est le centre de son intervention, ce n'est pas pour arrêter la dictature sanglante, là. Le sang a coulé depuis longtemps, ça tout le monde le sait. Est-ce que les Centrafricains ont vraiment conscience d'être l'enjeu de toutes ces convoitises internationales? Je ne pense pas. Je ne pense pas, d'autant plus que lorsque la France était venue pour imposer Dakou en chassant Bokassa, on a salué l'acte de la France. On a salué à la France un ami. Et non quelqu'un qui convoite justement le pays en tant que zone d'intérêt stratégique, économique, politique, tout ce que vous voulez. Donc la maturité politique du peuple centrafricain, laissant à désirer, ne lui permet pas justement de concevoir justement la présence des troupes françaises comme une présence dominatrice. Qu'est-ce que veut dire démocratie en Centrafrique? Bon, démocratie, c'est un mot très grand. Qui n'a pas de sens ici. La démocratie, ce n'est pas Dakou qui va l'établir. La démocratie, pour moi, il y a des éléments de démocratie. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le juridique, et ensuite il y a le quatrième pouvoir, il y a la presse. Bon. Ces éléments ne sont pas encore mis en place pour apprécier les bienfaits de la démocratie. Pour le moment, on veut un gouvernement qui puisse organiser, préparer les gens à comprendre cette démocratie qui va s'établir dans l'avenir. Un gouvernement fort. Un gouvernement fort. Un gouvernement fort, mais pas un gouvernement tyrannique. Il faut distinguer un pouvoir, un État fort et un État tyrannique. On n'en veut pas d'un État tyrannique. On veut d'un gouvernement fort qui puisse dire, bon, ça c'est la pagaille, on n'en veut pas. Le repousser. Ça, c'est des revendications honnêtes. Il faut l'accepter. Mais c'est facile de passer de l'un à l'autre, du gouvernement fort au gouvernement tyrannique. Quand on est lucide, quand on est passé par Bokassa, on peut l'arranger. Quand on est passé du régime de Bokassa à maintenant, le peuple centrafricain a suffisamment souffert, il s'est distingué. La tyrannie, l'abus de confiance de ce qui est honnête. Dans une capitale toujours surnommée Bangui, la coquette. Un vestige du passé, de cette période où le pays était sous l'emprise d'un empereur autoproclamé, Jean Bedel Bokassa. Un homme qui voulait être plus qu'un roi et dont les portraits se vendent aujourd'hui dans les rues de Bangui comme des reliques d'une histoire tourmentée entre un tyran et son peuple. Tu vois, il a des différentes sortes de photos quand il était encore jeune et quand il était encore dans l'armée française. Vous voyez comment il s'habille, l'homme en veste? Conservé avec soin par ce bouquiniste, des documents d'époque comme cet exemplaire unique de Bangui Match, inspiré par l'hebdomadaire français Paris Match, devenu ici une gazette impériale à la gloire de Bokassa. Vous savez, c'est quelque chose qui a été créé en 1974. Créé par le général Jean Bedel Bokassa. Dedans, vous avez un peu de tout. Vous avez un peu d'histoire, l'histoire de la Centrafrique. Vous avez les anciennes sociétés. Et vous avez comment son parti fonctionnait. Ça, c'était sa cérémonie de maréchal quand on voulait lui donner la grade de maréchal. Chez Stéphane, une certaine nostalgie, celle de l'ère Bokassa qu'il juge aujourd'hui comme étant
l'âge d'or de la Centrafrique. Oh, Bokassa, c'est un grand homme. Je l'aime beaucoup par rapport à sa philosophie de travailler. Il m'inspire avec tout ce qu'il a fait. Quand il était au pouvoir, Bangui, c'était la coquette ville de Paris. Donc, après Bokassa, je crois qu'il n'y a plus grand chose. C'est pour cela que j'aime son histoire par rapport avec ses œuvres. Parce que c'est quelqu'un qui bosse. Donc, moi aussi, je suis un bosseur, donc j'aime quelqu'un qui bosse. C'est pour cela que j'aime beaucoup Bokassa. La nostalgie de Bokassa, dans un pays aujourd'hui sous assistance internationale, sous la protection toute relative des casques bleus. Un pays ensanglanté par des massacres communautaires, en situation pré-génocidaire d'après l'ONU. Une république désormais livrée aux bandes armées qui contrôlent les 3/4 du territoire. L'Empire n'est plus qu'un souvenir. Un lointain souvenir pour les témoins du sacre de Bokassa comme Gabi Modomale, de retour sur cette avenue principale, autour du stade dans lequel le couronnement a eu lieu à l'époque. Tout Bangui a afflué ici pour s'amasser de part et d'autre de cette avenue pour assister à l'événement, disons, historique. Pour nous, enfants à l'époque, c'était vraiment un moment inoubliable. C'était vraiment mémorable. Un sacre dans une arène grandiose qui s'appelait en 1977 l'Omnisport de Bangui, une salle détruite après la chute de Bokassa Ier, transformée depuis en un nouveau palais des sports. N'oubliez pas que ça s'appelait à l'époque le palais du couronnement. Donc c'était le symbole le plus visible du sacre de l'empereur. Voilà, c'est ici l'enceinte du palais du couronnement. La tribune officielle était de ce côté. Et tout ce qui sert aujourd'hui de gradin avait la foule d'assistance qui était là. La haie humaine constituée par les jeunes filles partait de là-bas, de l'extérieur jusqu'ici, jusqu'à la tribune officielle. Il y avait beaucoup de personnalités qui avaient décliné l'invitation de l'empereur, puisque le couronnement n'avait pas été salué de tous, notamment à l'international. Mais sinon, au niveau national, pour moi, c'était la mobilisation générale. Dans la classe politique, eux aussi n'avaient pas de choix que d'être là. Bonjour. Bonjour. On cherche des souvenirs Bokassa. J'ai sa photo. Ouais. C'est ça. Ça se vend bien? Oui, ça marche. Là, c'est de nouveautés. C'est tout ce que Bokassa a fait. Le calendrier 2011. Et sa voiture. Ouais, ça, c'est ça. Avec les photos du faste doré de l'Empire. Cette nostalgie naissante est habilement récupérée par la classe politique. Au moment de notre tournage, la Centrafrique s'apprête à élire son nouveau président. Et justement, le parti au pouvoir, le KNK, a installé son QG de campagne au pied du bâtiment le plus connu du pays, le stade Omnisport de Bangui. C'est un lieu historique ici. Historique, ouais, pour le pays. Ouais. Parce que mais Bokassa s'est fait proclamer ici, empereur. Notre guide se fait appeler Jojo. Il est le fils du président actuel de Centrafrique et l'un des animateurs de la campagne de son père. C'est grâce à lui que nous pouvons entrer à l'intérieur de ce lieu abandonné depuis des années. Doucement, poussière là, viens. On a du mal à imaginer que ce stade en ruine a accueilli en 1977 l'un des événements les plus médiatisés de l'époque, le couronnement de l'empereur Bokassa. Expliquez-moi, donc c'était ici? Oui, c'était là. Le trône, il était où? Je crois qu'il était là, vers là, comme ça. D'accord. Bokassa, premier empereur de Centrafrique. Un sacre inspiré de celui de Napoléon Ier, l'idole de Jean Bedel Bokassa. Et d'abord, le manteau de velours bordé d'hermine, frappé d'étoiles, d'abeilles et de l'emblème impérial. Une mise en scène pompeuse qui a coûté 1 an du budget de l'État centrafricain. Sur la couronne de l'empereur, 5000 diamants. Il la pose lui-même sur sa tête, comme le fit Napoléon 173 ans plus tôt. Une image marquera les esprits, cet aigle magistral recouvert d'or.
Pendant notre visite, dans les entrailles du stade, nous retrouvons le fameux trône. Toujours là, tant d'années après, trop lourd pour être déplacé. Il a perdu un peu de sa superbe, les plumes se sont envolées. C'est tout ce qui en reste, quoi. Les gens ont tout pillé, donc voilà, c'est ce qui reste. Parce qu'il y avait des ailes en or. En or, tout ça. Hein. Ça a été pillé, ben, écoutez, comme vous avez pu le constater, hein, ils ont tout dépouillé, quoi. Voilà. Mais cette carcasse de ferraille, longtemps abandonnée, est en passe de devenir une relique pour ces militants du parti au pouvoir. Si aujourd'hui je touche à ce fauteuil, ça veut dire que la Centrafrique a été marquée et aujourd'hui on a pu remémoriser cette mémoire. Cet engouement pour la mémoire de Bokassa est au cœur de la stratégie électorale de l'actuel président de la République. Dans cette école de Bangui, jour de scrutin, une effervescence particulière. Le président a choisi de voter ici. Il arrive ou pas? Il arrive. Le président de la République. Ok. Depuis son putsch en 2003, François Bozizé a troqué l'uniforme de général pour le costume de président. Bokassa, il l'a bien connu. Il était son aide de camp et aujourd'hui, il le cite comme un exemple dans tous ses discours. Et 2 mois avant les élections, il a pris une décision historique. Vous l'avez réhabilité, c'était quand même... On l'a réhabilité pour essayer de faire la propriété dans nos pensées et autres et tout, et pour donner l'idée de réconciliation nationale et ça va. Une réhabilitation officielle signée en décembre dernier de la main du président qui annule toutes les condamnations pénales de Jean Bedel Bokassa. Il est loin le temps où la Centrafrique jugeait et condamnait à mort son empereur, revenu au pays pour répondre de ses actes devant son peuple. Convoquer Bokassa dans la mémoire des électeurs a certainement été une bonne stratégie dans les urnes. Selon les premiers résultats, François Bozizé a été réélu dès le premier tour. À la chute de l'empereur et de son régime de terreur qui a longtemps maintenu la Centrafrique unie par le pouvoir de la force et en faisant taire toute opposition. Des opposants à Bokassa qui continuent à se retrouver près de 40 ans après la fin de l'Empire. Comment va Hilaire? Ça va et toi-même? Ça va. Comment va la vie? Ça va très bien, merci. Bonjour Larry. Bonjour Patrick. Chez eux, pas de regret d'avoir combattu le dictateur, mais l'amertume d'avoir assisté à la lente dislocation du pays, la chute du despote ayant réveillé tous les vieux démons. On se rend compte qu'après Bokassa, c'est le tribalisme qui renaît, c'est le népotisme qui renaît, c'est le régionalisme qui renaît, c'est la guerre tribale qui renaît, mais on ne se retrouve plus. Et c'est ça que je regrette. À l'époque de Bokassa, il n'y avait pas ça. Mais on est revenu 20 ans, 30 ans en arrière. On n'a pas connu ça dans notre jeunesse. C'est ça qui est regrettable. Et c'est là où je dis on a reculé de beaucoup d'années. Il nous faudrait un despote éclairé pour régler la situation. Un despote éclairé, c'est-à-dire quelqu'un qui soit un homme fort, un homme à poigne, pour remettre de l'ordre dans la machine. Nous ne sommes qu'une république virtuelle. Il faut un homme à poigne. Non pas un dictateur. J'ai bien dit despote éclairé. Ce n'est pas un dictateur qu'il nous faut. Une république virtuelle, ou plutôt un État failli, qui, hors de Bangui, a perdu presque toute autorité sur le reste du pays. Comme ici, à Bambari, une ville symbole, à l'image de l'actuel chaos centrafricain. Plusieurs massacres dans et autour de cette localité, cernée par les groupes armés, à peine protégée par la mission des Nations Unies censée veiller sur des milliers de déplacés, pris au piège comme Joseph. Il est le responsable de ce camp de fortune où on passe les journées à attendre l'hypothétique action d'un État aux abonnés absents. Nous demandons à l'État vraiment de repousser
Les groupes armés, loin de la ville, ils continuent à faire des pillages et tout ça là. On n'a pas le désir de rentrer. Nos maisons sont détruites. Nos maisons sont détruites. Nous sommes dans l'impossibilité de regagner le quartier. Donc il nous faut de nouvelles maisons. Que l'État nous donne quand même un soutien avant que nous regagnions notre quartier. Déjà 1 million, plus d'1 million de réfugiés et de déplacés sur 4,5 millions de Centrafricains. Un chiffre record après les presque 40 ans de coups d'État et de rébellion qui ont suivi la fin du régime Bokassa. Le souverain autoproclamé, condamné à mort puis à la prison à vie, a été depuis officiellement réhabilité. Mais l'homme qui rêvait d'un empire n'aura pas vécu le cauchemar d'un pays aujourd'hui désintégré, ni celui d'un sentiment national porté disparu.